Je lui expliquerai que Marseille, c'est un peu comme un grand amour ou un premier amour. On n'a jamais trop envie de la quitter, on a envie de la voir tous les jours. Et quand on n'y est pas, on a hâte de la retrouver. C'est un peu la comparaison que j'ai. Et je dirais que c'est une ville qui n'est pas lisse en fait. Et si on veut du lisse, voilà, à Bordeaux par exemple, parfois limite j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mauvais côtés, puisque même ces mauvais côtés, moi je les aime quelque part. Et c'est un peu pareil pour son premier amour, quoi. Même les choses un peu énervantes de base, on finit par les aimer. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Agathe, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, c'est Agathe Hernandez, j'ai 33 ans, j'habite à Marseille, je suis photographe et directrice artistique. Et voilà, je viens d'avoir un petit garçon qui a 7 mois. Où es-tu née et as grandi ? Alors, je suis née à Paris et j'ai grandi le cul un peu entre deux chaises, donc entre Paris et entre le sud de la France, que mes parents sont originaires d'un petit village qui est à 1h20 de Marseille, qui s'appelle Saint-Auban-Château-Arnoux. Voilà, donc en gros, je suis un peu née dans le gris par accident, comme dirait Laurent Voulzy, et j'ai compensé avec un peu de soleil dans le sud, donc ça fait un peu de moi une moitié-moitié. Quand est-ce que tu es venue t'installer à Marseille ? Alors, je suis arrivée en 2019, après la fin de mon contrat au fooding. Je travaillais au fooding, mais j'étais déjà venue bien avant, en 2017 et 2018, convaincue que je ferais ma vie ici. Mais pas, je savais pas encore quand, mais voilà, j'étais convaincue de ça déjà. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir marseillais ? Bah, ça dépend si on remonte à quand j'étais plus jeune, puisque je venais quand même pas mal. Donc j'ai un souvenir qui est assez flou, mais qui était un baptême d'une de mes cousines. J'avais peut-être 10 ans, donc je me rappelle de la chaleur, vraiment du cagnard et d'une odeur, mais que j'aurais du mal à décrire, mais qui pour moi est associée à Marseille. Donc ça, c'était mon plus ancien souvenir, donc je devais avoir 10 ans. Et pour les plus récents, quand je suis revenue à Marseille plus âgée et que dans le cadre du travail, puisque je devais enquêter sur des restaurants à Marseille quand j'étais au fooding, j'ai vraiment eu ça qui me revient en tête, de monter dans le bus 83 et de sentir la crème solaire. Donc en fait, c'est vraiment cette idée d'être dans un bus qui est logiquement très rattaché au milieu urbain. Enfin, en tout cas, dans ma conception du bus, que quand je le prenais pour aller au travail, etc., et d'avoir une odeur rattachée à la mer. Donc ça, c'était un souvenir qui m'avait marqué, de prendre le bus et de m'arrêter à la plage alors que je venais de sortir de la gare Saint-Charles, quoi, quasiment. Dans quel quartier tu vis ? J'habite à Vauban depuis 2 ans. J'aime bien ce quartier. Après, je m'étais pas dit forcément que je voulais vivre ici. C'est plus l'occasion qui a fait que voilà, j'ai trouvé un appartement dans ce quartier-là. C'est un quartier que j'aime beaucoup, et surtout l'emplacement, parce que Vauban, c'est à la fois petit mais aussi assez étendu. Ça dépend où on habite à Vauban. J'habite plutôt en bas de Vauban. Et en fait, avant d'habiter ici, quand j'allais à la Bonne Mère ou à la pizzeria à la Bonne Mère, etc., je passais par le boulevard Notre-Dame. Et il y a une rue que j'adorais, puisque c'est quand on marche vers Vauban, à un moment donné, il y a vraiment une ouverture, une petite rue qui s'appelle la rue Jules Moulet, où j'habite maintenant, mais où on voit vraiment la Bonne Mère en énorme. Et c'est assez, quand on ne connaît pas cette rue et qu'on arrive, c'est assez frappant, parce qu'on la voit hyper bien, et donc elle est assez impressionnante. Et j'habite juste là, donc cette rue qui m'a énormément marquée.
je suis pas du tout croyante, mais je suis toujours un peu rassurée de me dire que je suis un peu au pied de la bonne mer et qu'il y a une sorte de protection et que j'ai pas vu sur la mer, mais sur la bonne mer, donc ça me va. Quel est ton métier ? Alors, je suis photographe et j'ajoute directrice artistique. C'est un peu beaucoup de grands mots parfois pour rien, mais j'aime bien l'ajouter parce que je donne une direction à mes photos, enfin en amont de chaque shooting que je réalise. Il y a derrière un peu une idée artistique ou en tout cas un travail qui me permet moi de réaliser la photo que j'ai en tête et qui m'anime. Généralement les photos que je fais sont, alors il y a des photos spontanées dans le cadre de projets qui sont plus simples, mais sinon il y a une vraie recherche et artistique et de savoir voilà qui on va photographier, comment, dans quel décor, est-ce qu'il va y avoir de l'accessoirisation, du stylisme, voilà, pour arriver à la photo finale et l'image finale que j'ai en tête. Donc voilà pourquoi j'associe ce terme-là, mais c'est des grands mots pour juste dire que je fais de la photo. Est-ce que tu as une marque de fabrique ? C'est difficile comme question parce que moi jusqu'à présent j'avais pas l'impression, enfin j'ai du mal à avoir du recul sur mon travail parce que c'est quelque chose d'assez naturel. La façon dont je prends des photos. Après, de ce qu'on dit généralement, c'est que je fais des photos qui sont très ensoleillées, enfin en tout cas qui sont marquées par la lumière naturelle et solaire. Donc c'est vrai que sans le savoir, moi j'ai tout de suite aimé faire des photos au soleil, enfin avec cette lumière-là, parce que je suis sensible à cette lumière et que pour moi, une photo réussie est une photo prise avec du soleil, ce qui est en fait finalement pas toujours le cas quand on commence la photo. C'est la lumière la plus difficile, mais bon ça je le savais pas. C'est une des marques de fabrique, mais c'est pas forcément de moins en moins le cas puisque aujourd'hui je fais aussi d'autres types de photos qui sont pas tout le temps prises au soleil. L'autre marque de fabrique, je dirais un aspect assez naturel, même dans les photos qui sont construites. J'essaye, je sais pas si j'y arrive tout le temps, mais j'essaye de faire en sorte que la photo ait pas l'air figée, en tout cas que les personnes qui sont sur les photos, ou même s'il n'y a pas de personnes, mais que ce sont des objets ou nature morte, qu'il y ait toujours une trace de mouvement, ou que ce soit une pose, si je prends quelqu'un en photo, qui soit vraiment la plus naturelle possible et d'essayer de capter la personne dans son mouvement le plus naturel. Et ensuite, je suis pas la seule personne à faire ça, mais j'essaye de photographier des choses vraies ou en tout cas qui ne sont pas trop, qui ont l'air d'être réalistes ou qui le sont. Donc c'est pour ça que par exemple, j'aime beaucoup photographier, même dans des shootings professionnels, des gens qui ne le sont pas. Et donc pas forcément des modèles ou des mannequins, mais d'aller chercher des gens comme toi et moi. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. En tout cas, s'il y a une chose que j'ai envie de transmettre, et je crois que c'est la même chose que j'ai envie moi de voir quand je regarde les photos d'autres photographes, c'est de me projeter dans un moment et d'avoir envie de faire partie de ce moment-là. Donc ce que j'ai envie de transmettre, c'est un sentiment parfois de déjà vu ou de souvenir ou juste un sentiment de vouloir être dans la photo l'espace de 5 minutes, juste de fermer les yeux et de se dire ah tiens, je serais bien dans cette photo, dans ce café au soleil ou avec ce monsieur à la plage. Il y a l'idée un peu de réconfort et d'apporter parfois aux gens juste un moment de réconfort dans leur feed d'Instagram ou dans une expo ou dans une campagne publicitaire. Comment tu es arrivée à la photographie ? Ça a été un processus pas du tout réfléchi, bien que mon père soit photographe. Enfin, maintenant il est professeur de mathématiques, mais il fut un temps où il était photographe. Quand je dis ça, les gens me disent ah bah oui, bah c'est normal alors que tu fasses de la photo. Bah pas tant que ça parce que je l'ai vu faire. Je pense qu'il m'a transmis des choses. Nos photos sont assez pas similaires, mais parfois quand je tombe sur des vieilles photos qu'il a pu faire, j'ai l'impression que j'aurais pu prendre cette photo-là. Donc je pense qu'il m'a transmis quelque chose. Maintenant,
même quand j'avais pas encore d'appareil photo, je prenais en photo des choses qui, les gens me regardaient en me disant, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu prends ça? C'est vraiment hideux ou ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que je prenais mes plats, ma bouffe sur Facebook à l'époque et je mettais des photos de bouffe sur Facebook et les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? On s'en fout. Enfin, pourquoi tu nous montres ça? Ça n'a aucun intérêt. Et en fait, Instagram est arrivé et c'était finalement ça. Donc, je pense j'ai toujours aimé prendre en photo, peu importe l'appareil que j'avais entre les mains, mais même quand c'était un iPhone. Et après, c'est mon expérience au fooding où du coup j'avais un petit appareil photo et on m'a laissé l'espace de pouvoir faire des photos dans le cadre d'événements. Et on m'a missionné parfois pour faire quelques contenus et c'est là que je me suis dit que j'adorais ça. Et ensuite, c'est un peu venu tout seul. Moi, je pense que peut-être que sans Instagram, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Enfin, je me pose la question, par exemple, de mon père. Bah, comment il faisait à l'époque pour être identifié. En tout cas, moi, c'est grâce au contenu que je postais régulièrement sur Instagram que les gens m'ont contacté pour que je fasse des photos. Sauf que je me revendiquais pas du tout comme photographe à l'époque, donc voilà. C'était assez expérimental au début, puis ensuite je me suis dit que ça fonctionnait, que ça me plaisait, que les gens me faisaient confiance, donc je me suis professionnalisée. Mais il y a eu beaucoup d'étapes entre-temps. J'imagine. Est-ce que aujourd'hui, donc est-ce que tu vis de la photo? Oui, et finalement j'en ai vécu assez rapidement. Dans le sens où moi en fait, dès le départ, je me suis dit, je veux faire ça, peu importe quelles conditions, peu importe si je suis pas payée au début, peu importe si je suis payée 200 €. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, les gens parfois que je rencontre ou voilà, ils me disent beaucoup que j'ai de la chance, que c'est super, que j'en sois arrivée là, que c'est incroyable. Mais en fait, eux, ils ont pas tout le parcours, donc c'est sûr que ça paraît simple aujourd'hui de se dire que je vis de ça, mais ça fait 8 ans que je travaille et au tout début, en fait, je bossais pour rien et je bossais gratuitement et donc voilà, donc je pense pas vécu au tout début, mais assez vite j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup enchaîné de contrats, pas forcément pour me dire il faut que je gagne de l'argent, mais parce que j'avais vraiment soif de ce que je faisais, j'étais passionnée, donc voilà. Aujourd'hui j'en vis, mais ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui oui. Tout à l'heure, tu parlais de Cagnard. Oui. Il y a un lieu que tu as ouvert récemment. Est-ce que tu peux nous raconter quel est ce lieu? Est-ce que c'est ouvert au public? Est-ce qu'on peut y voir tes photos? Alors, Cagnard, qui se trouve au Catalan, au 39 rue Papeete, c'est principalement nos bureaux, parce que je travaille avec Meriadec, qui est mon associé et mon conjoint. Et du coup, c'est principalement nos bureaux parce qu'on avait beaucoup de matériel en fait lié à la photo, mais aussi d'accessoires parce que au fur et à mesure des shootings, on avait beaucoup d'objets. Donc il nous fallait un endroit pour tout entreposer parce que chez nous, ça devenait vraiment une brocante. Donc voilà, et parce que du fait qu'on est ensemble dans la vie et dans le boulot, il fallait qu'on mette un cadre. Et ce lieu-là, c'était un total hasard. Il s'est trouvé que il avait une partie qui donnait sur la rue avec une vitrine et de fait, on s'est dit qu'il fallait exploiter cette partie-là et que c'était super. Et donc on a la première partie chez Cagnard quand on rentre, qui est un endroit où on expose nos photos, où on reçoit nos clients. Pour échanger, prendre un café et parler des futurs projets qu'on peut avoir ensemble, et où du coup on expose aussi et on vend tous les produits dérivés que nous avons créés et qui sont des produits issus de la photo généralement. Donc voilà, c'est pas une boutique qui est ouverte tous les jours, donc je sais que les gens j'en profite du coup pour faire passer ce message, les gens sont assez frustrés quand c'est fermé, etc. Mais en fait, ça suit un peu nos horaires de bureau. Et le week-end n'est pas forcément ouvert parce qu'on est en week-end, mais voilà, quand on est là
quasiment tous les jours au bureau, hors jour où on shoot. On est là pour accueillir les gens et qui peuvent acheter des photos, des cartes postales et tout autre objet qu'on développe chez Cagnard. Voilà. Quelle est la part de photos plutôt artistiques et la part de photos plutôt commerciales? Je sais pas si c'est le bon mot, le bon terme, mais dans ton travail aujourd'hui? C'est une bonne question parce que les deux se mélangent souvent. C'est-à-dire qu'il y a des photos que je fais à titre personnel et artistique, donc qui sont pas dans le cadre de projets, donc qui sont dans le cadre de quand je suis en vacances ou quand je fais des reportages pour moi personnels, que je fais d'ailleurs de moins en moins, ce qui me manque beaucoup, mais ces photos-là parfois sont pas prises dans un contexte commercial et sont du coup utilisées pour faire des produits qu'on aime bien, donc des cartes postales, des posters, des tirages photos. Donc voilà, et après c'est vrai que on a une grosse partie commerciale, mais ce qui me rend assez heureuse, c'est que même quand ce sont des photos commerciales, on a quand même une liberté de faire des photos artistiques. Donc, c'est-à-dire que les marques viennent nous voir en nous demandant un shooting pour mettre en avant leurs produits, mais nous laissent complètement libres de choisir la direction artistique, de choisir les cadrages, de parfois même d'avoir les idées des photos précises et de la mise en scène de ces produits-là. Et moi je suis très heureuse de ça puisque j'ai pas forcément l'impression de faire une distinction. Quel est ton processus créatif? Ce serait difficile d'expliquer précisément le processus, mais je dirais que tout me vient de façon imagée. Donc dès que on reçoit un mail d'une marque qui nous dit je suis une marque de vêtements, j'ai envie de faire un shooting avec vous, etc. J'ai des images en fait qui me viennent en tête tout de suite de la façon dont je vois les choses et comment j'ai envie de photographier ces objets-là. Parfois ça vient pas parce que c'est plus difficile comme sujet ou que on a beaucoup de shooting, donc j'ai une fatigue un peu qui fait que j'ai pas la même créativité. Donc là je sens que j'ai besoin d'aller me ressourcer, donc ça peut être des balades, ça peut être un film, une expo ou tout simplement passer du temps sur Instagram ou Pinterest parfois on passe beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à scroller son téléphone, mais moi ça m'inspire aussi beaucoup et ça me permet d'alimenter des idées que j'ai déjà ou de les affiner, de les préciser. Donc voilà, mais j'ai l'impression que j'ai l'image qui arrive en tête et après il faut que je la construise, mais en tout cas je dirais que c'est ça quoi, vraiment me nourrir d'images. Quelle est la place de Marseille dans ta photo et ton métier? Elle est assez grande dans la mesure où on travaille principalement à Marseille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont basés à Marseille mais qui peuvent bosser ailleurs. En tout cas nous je crois que je vais pas dire l'intégralité de nos shootings sont à Marseille, parce qu'il y en a qui sont ailleurs, mais la plupart quand même de nos shootings se passent à Marseille, donc que ça soit dans des lieux extérieurs ou dans des appartements, des maisons marseillaises. Donc elle est assez grande, la place de Marseille. Après, dans mon processus créatif, elle prenait encore plus de place au tout début parce que c'était pour moi une ville nouvelle, donc en fait tout était assez nouveau et j'essayais. J'avais envie d'introduire plein de références de cette ville dans mes photos. Aujourd'hui, je change un petit peu et de regard aussi sur cette ville. Donc, il y a des choses que j'aime toujours autant, et puis d'autres où je trouve que c'est parfois peut-être trop caricatural. Donc, j'essaie peut-être de montrer un autre Marseille, ou tout simplement parfois de faire des shootings à Marseille, mais qui pourraient être en fait n'importe où sous le soleil. Parce que le Cagnard n'est pas que à Marseille, il se trouve dans pas mal de régions du Sud et aussi pas forcément en France. Donc voilà, assez importante, mais peut-être moins qu'au tout début de mon activité. Est-ce qu'elle continue quand même à t'inspirer et à nourrir ta créativité? Oui, toujours, mais je sais pas si en fait maintenant avec la réflexion, avec le peu de recul que j'ai, mais
Je pense que c'est la culture, ça veut rien dire, culture du soleil qui m'inspire, ou en tout cas toutes les villes qui sont proches de la mer, peut-être toutes les villes méditerranéennes, parce que ce que j'aime à Marseille, je l'aime aussi dans mon village en Espagne, je l'aime aussi en Italie quand je fais certains voyages, je l'aime à Hyères, à Toulon, enfin donc il y a des spécificités marseillaises que j'aime beaucoup, mais je pense que c'est une culture plus globale de la vie à la mer et sous le soleil, quoi. Est-ce qu'il y a des figures marseillaises qui t'inspirent? Oui, mais alors ça peut être à la fois des figures du quotidien, je sais pas comment appeler ça, mais par exemple, nos bureaux sont juste à côté du Welcome Café, qui est un lieu que j'affectionne énormément. Je suis très attachée à la culture du café du matin, de l'après-midi, du café pour décompresser, du café pour réfléchir, du café parce qu'on est stressé, voilà. Et du coup, le welcome, moi je peux pas imaginer une vie de quartier sans un café de quartier. Donc le welcome, c'est mon café de quartier, et Véro, qui est du coup la propriétaire de ce lieu, pour moi c'est un peu une figure inspirante, parce que ça fait 42 ans qu'elle a ouvert le Welcome, elle est toujours là à servir derrière le bar. J'adore cette femme, je la trouve douce et à la fois assez forte, parce que c'est un métier qui est pas évident surtout quand on est une femme. J'espère que ça va l'être de plus en plus, mais en tout cas je respecte cette femme-là, et pour moi c'est vraiment une figure réconfortante, et voilà, j'aime beaucoup l'apercevoir quand j'y vais. Et après j'ai d'autres figures, mais qui peuvent être plus médiatisées ou médiatiques. Donc dernièrement j'ai travaillé avec Axel Shea et Mélissa aussi pour une collab pour Monoprix, et j'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec eux, et je les ai trouvés très inspirants, très humains, très bienveillants, et donc c'est aussi des figures marseillaises au même titre que Véro qui m'inspirent. Est-ce qu'il y a des endroits où tu te rends pour te ressourcer? Oui, ça m'arrive dans des bons moments comme des moments un peu plus tristes d'aller à la Bonne Mère, juste où il y a le stade, enfin on voit le stade. Je trouve que c'est une vue assez apaisante et tranquille. La plage des Catalans aussi, mais hors saison, quand elle est un peu plus calme, et un endroit que j'aime beaucoup, qui permet de se vider la tête et un petit peu de se vider de toute angoisse ou de toute question qui prendrait trop de place. Et après, le Welcome Café fait partie aussi de ces endroits-là qui me font du bien pour me recharger en ondes positives. Quelles sont tes 3 adresses favorites? Alors, j'en ai beaucoup, mais j'essaye de me baser sur les adresses que parfois je recommande à des copains. Donc, j'aime beaucoup chez Étienne, parce que je trouve que c'est encore, c'est un restaurant qui fait partie encore des rares lieux pour moi avec une vraie personnalité, une vraie ADN marseillaise. C'est aussi un peu un lieu refuge, même si on est un peu bousculé par le service parfois. Bon, c'est juste, ça fait partie du charme du lieu, je trouve, d'être servi toujours avec une pointe de moquerie, ou voilà. Je trouve ça vraiment agréable d'être dans ce genre de lieu, parce que c'est vivant, parce que c'est assez naturel, et parce que je trouve que pour le coup il y a quelque chose qu'on retrouve peu et de moins en moins, mais pas forcément qu'à Marseille. Je trouve dans toutes les villes de France globalement, c'est des lieux qui sont un peu en voie de disparition, qui se transmettent comme ça de génération en génération. Il y en a quand même de moins en moins. En face de chez Étienne, il y a Ripaille,
qui est un autre registre, mais que j'aime beaucoup aussi, qui fait partie de ces nouveaux lieux où on mange des bonnes choses, on boit du vin nature, donc ce qui pour certains est un concept de bobo, mais je trouve que ils ont bien réussi le pari d'ouvrir un lieu en étant pas trop surfait, en étant quand même assez simple, hyper chaleureux mais en étant moderne dans ce qu'ils proposent aussi dans l'assiette. Et le service, c'est vraiment un de mes services préférés parce que je trouve que juste tout est cool et agréable. Quelle relation entretiens-tu avec les Marseillais ? C'est une question intéressante parce que je pourrais répondre de deux façons à cette question. Si je répondais en disant que j'entretiens une bonne relation avec les Marseillais, ça veut dire que je me sens pas marseillaise. Donc aujourd'hui, ça fait 5 ans que je vis à Marseille. Donc je me sens marseillaise, même si je ne suis pas née ici et je ne suis pas marseillaise depuis 4 générations. Et donc pour moi, les Marseillais, c'est autant pour moi, j'ai l'impression d'entretenir une relation quotidienne avec les Marseillais. Et ça dépend ce qu'on entend par Marseillais, parce que est-ce que c'est les vrais Marseillais de souche, ou est-ce que c'est une personne qui est arrivée il y a 1 an mais qui habite à Marseille et qui se sent lui-même marseillais. Donc en tout cas, c'est une relation quotidienne et plutôt bienveillante, parce que je fréquente des Marseillais tous les jours. Donc des vrais et des moins vrais, si on doit parler dans ces termes, mais voilà, je vais manger dans des endroits tenus par des Marseillais. Je travaille essentiellement avec des Marseillais, puisque ce sont soit des marques marseillaises, soit des restaurants marseillais. Donc la plupart de mes clients sont implantés ici. Je fais travailler ou je travaille plutôt en collaboration aussi avec des talents marseillais, donc que ce soit des graphistes, des prestataires, des imprimeurs, des set designers, des stylistes. Donc j'ai l'impression, moi, de faire partie des Marseillais, en tout cas d'avoir une relation plutôt... Tu les prends en photo aussi. Je les prends en photo aussi. J'ai en tête cette série que tu avais fait sur les personnes âgées au Catalan. Oui. Qu'est-ce qui te rend fière d'habiter ici ? Je crois que c'est un peu lié à la question précédente. Quand je suis arrivée à Marseille, j'avais une sorte d'objectif et même un peu d'obsession de me dire, si j'arrive dans une ville, peu importe que ce soit Marseille ou Nantes ou Bordeaux, pour moi, pour faire partie de la ville, il faut y vivre, mais il faut y travailler et faire marcher en fait l'économie de la ville. J'avais pas du tout à cœur, moi, de me dire que je vis à Marseille et que je travaille à Paris ou ailleurs, et que du coup je passe ma vie dans un train, et que en fait je gagne mon salaire dans une autre ville, et que finalement je ne participe pas réellement à l'économie de cette ville-là. Donc moi, ce qui me rend le plus fière aujourd'hui, c'est de me dire que j'ai réussi ce pari de me lever tous les matins et de travailler à Marseille, pour des Marseillais, pour des marques marseillaises. Le terme faire bouger les choses ou faire rayonner la ville, c'est le bon terme, mais j'ai l'impression de participer à cette ville et donc d'être intégrée, parce que ça me rend fière de me dire que 5 ans après, je suis là et que j'ai pas besoin d'aller travailler ailleurs, que ma vie elle est ici et que je travaille ici, quoi. Qu'est-ce qui te révolte au contraire ? Révolte, c'est un mot fort. Ce qui m'attriste, il y a plusieurs choses, mais une des choses qui m'attriste, c'est la disparition de certains commerces, certaines institutions, certains restaurants, parce que je suis très attachée au fait de manger, et j'ai l'impression que voilà, il y a certains endroits qui ont fermé, qui vont fermer, d'autres endroits qui réouvrent mais qui n'ont pas forcément d'âme ou qui n'ont pas la même âme. Et même si je suis pas née ici et que je suis peut-être pas capable en fait de connaître tous ces endroits-là, et peut-être qu'il y en a aussi que j'ai pas vu et qui ont disparu depuis, mais c'est un truc qui me révolte, mais qui
qui me révolte partout en France, parce que dans le village de ma grand-mère c'est pareil, il y a plein de commerces qui ont fermé, plein de choses hyper authentiques et qui font l'essence d'une ville ou d'un village, qui ne sont plus là et qui sont remplacés par des concepts aseptisés, et ça me rend un peu triste. Et ensuite, l'autre chose qui me rend un peu triste, c'est parfois l'espèce de division qu'il peut y avoir entre les gens qui sont nés à Marseille et qui sont de Marseille et les autres. Alors par autres, j'entends souvent les Parisiens. Et je trouve ça dommage parfois d'être dans une espèce d'opposition et d'être étiqueté parisien, alors que on n'est pas juste représenté par l'endroit d'où on vient. Et je trouve que parfois ça peut freiner certaines relations, et je trouve ça dommage parce que on n'est pas défini par l'endroit où on vient. On est défini par ce qu'on fait et comment on le fait. Et pour moi, c'est pas parisien, marseillais, il y a des cons partout en fait. Donc moi-même, parfois j'ai honte de certains Parisiens. J'ai honte parfois d'être parisienne parce que je peux être associée à une certaine image des Parisiens qui est, je l'avoue, parfois détestable. Mais quand je vivais à Paris, j'étais aussi choquée par certains comportements qu'en étant à Marseille. Donc je trouve que c'est dommage parce qu'on a plein de choses à s'apporter et que ça s'appelle le vivre ensemble et être plus fort. Mais ça c'est compliqué, surtout en ce moment, pas que à Marseille, dans le contexte global politique. Voilà. On va passer au portrait chinois à la sauce marseillaise. Quelle est ton odeur de Marseille ? Elle est dure cette question, mais en fait c'est une odeur qui est particulière parce que je sais pas si elle est, c'est propre à Marseille peut-être, je me rends pas compte, mais c'est vraiment cette sensation de sentir l'odeur de la mer et du soleil mélangé et avec un peu de peau d'échappement. Mais je pense que c'est un peu le cas de beaucoup de villes qui sont en bord de mer. Mais ça serait un peu ça, mon odeur de Marseille. Quel est le son de ton Marseille ? Le son de mon Marseille, je crois que c'est... si je devais fermer les yeux et essayer de me projeter dans une image sonore de Marseille, ça serait toujours Welcome, mais donc ce serait plus globalement dans un café avec le bruit des cuillères, des glaçons dans un verre, et en même temps le bruit des serveurs qui passent commande ou qui discutent avec les clients, plus le bruit de la musique des années 90 passée au Welcome. Donc c'est vraiment tout ce mélange. Et quel est ton goût de Marseille ? Au risque d'être assez cliché, je crois que c'est la pizza aux anchois. Même la moitié-moitié, parce que je trouve qu'on retrouve pas trop ce goût ailleurs. Alors après, en Italie, c'est tout un sujet la pizza, mais je trouve qu'il y a un goût dans la pizza qui fait qu'elle est marseillaise. Alors je dis l'exemple de la moitié-moitié ou de la pizza anchois parce qu'elle est très caractéristique de Marseille, mais je trouve qu'il y a un goût de la pizza qui est servie ici. Souvent, ils rajoutent de beaucoup d'ail en fait. Sur toutes les pizzas, il y a de l'ail ajouté en plus. Donc je crois que ce serait ça mon goût. À quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à Marseille, comment tu lui décrirais la ville ? Je lui expliquerais que Marseille, c'est un peu comme un grand amour ou un premier amour. On n'a jamais trop envie de la quitter, on a envie de la voir tous les jours, et quand on n'y est pas, on a hâte de la retrouver. C'est un peu la comparaison que j'ai, et je dirais que c'est une ville qui n'est pas lisse en fait. Et si on veut du lisse, à Bordeaux par exemple, parfois limite j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mauvais côtés, puisque même ces mauvais côtés, moi je les aime quelque part. Et c'est un peu pareil pour son premier amour, quoi. Même les choses un peu énervantes de base, on finit par les aimer. Donc, je pense qu'il faut se laisser guider quand on arrive à Marseille. Il faut prendre les choses comme elles sont. Et parce que de toute façon, c'est une ville qu'on peut pas vraiment dompter. Donc,
Ça sert à rien d'aller à contre-courant, à contresens. Si tu devais quitter Marseille, qu'est-ce que tu regretterais? Pas mal de choses. Dire que je regretterais la mer, ce serait assez cliché. Donc je vais pas dire ça. Donc je vais dire moi ce que j'aime le plus, c'est à la fois ce que je peux détester aussi le plus, c'est le fait je regretterais le boulanger qui quand j'arrive dans la boulangerie connaît mon prénom, mon nom, c'est ce que je fais, me demande comment va mon fils et donc c'est cette sorte de proximité où on a l'impression de pas juste être un numéro ou une personne lambda, que vraiment on connaît les gens qu'on voit quotidiennement, même si voilà, c'est le commerçant du coin. Donc je pense que c'est ça qui me manquerait, puisque je trouve que c'est pas le cas dans toutes les villes. Donc je pense que c'est ça. Est-ce que tu as une anecdote marrante à nous raconter sur ce que tu aurais vécu à Marseille? Il y en a deux, c'est pas des anecdotes hyper folles, mais c'est des anecdotes qui, pour moi, ça n'aurait pas pu se passer ailleurs qu'à Marseille. Donc, par exemple, le local qu'on a chez Cagnard, en fait, c'est pour moi quelque chose d'un peu surréaliste qui serait jamais arrivé, je pense, à Paris, mais peut-être que je me trompe, mais je pense pas, où vraiment on est passé devant ce local-là, puisqu'une amie nous avait dit que ça avait l'air d'être peut-être en location. Mais on avait laissé un mot sous la porte en disant que on était dans le quartier, qu'on cherchait un endroit pour poser nos bureaux, etc. Et en fait, on est allé au café qui fait l'angle, donc les acolytes à l'époque. Enfin, c'est toujours le cas, mais à l'époque, il y avait Mélanie qui n'est plus là, qui travaille ailleurs maintenant, mais on lui a demandé si elle connaissait la propriétaire à tout hasard de ce local-là. Et en fait, elle nous a dit « Je vous sers un café d'abord ?» Bah oui, avec plaisir. Et elle est revenue avec le numéro de téléphone de la propriétaire. Donc voilà, elle nous a dit « Bah voilà, 06 02, elle s'appelle comme ça, appelez-la. » Et en fait, on s'est retrouvés à appeler cette dame-là qui a répondu tout de suite et qui nous a dit « Bah j'arrive dans l'heure et je vous fais visiter. » Donc à ouvrir cette porte, elle est venue avec sa fille qui s'appelle Juliette. Donc ma grand-mère s'appelant aussi Juliette, j'ai vu une sorte de signe, de premier signe, et le deuxième signe, c'est que c'était un local qui appartenait à son père et qui travaillait dans l'import de packaging et surtout celui de la boîte à pizza. Donc c'était relié aussi au sujet de la bouffe, et puis il y avait dans le local des photos de son père avec des joueurs de foot hyper connus comme Zidane, Trezeguet, Didier Deschamps, et donc j'avais l'impression d'être dans un film. Je me disais c'est pas possible, enfin, et cette dame là nous a fait confiance. On n'avait rien, on n'avait aucun papier, aucune garantie, et elle nous a dit vous faites quoi, de la photo? On lui a montré nos photos. Elle a dit j'adore. Le local il est à vous. On lui a dit bah vous voulez une sécurité, enfin je sais pas, des papiers. Elle a dit non c'est bon. Moi je vous fais confiance. Et voilà, et l'aventure elle a commencé comme ça. Donc pour moi c'est une des anecdotes qui fait que ça pouvait pas se passer ailleurs qu'à Marseille, parce que il y a cette connexion là avec les gens qu'on trouve pas souvent, je trouve. Elle est très belle, cette histoire. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast? Pareil, ça c'est une question difficile, mais je crois que ça serait super d'entendre peut-être quelqu'un qui a vécu à Marseille depuis toujours et qui est capable de parler un peu de l'évolution ou de l'histoire de Marseille. Donc comme ça, il me vient le nom de Didier, qui est l'ancien propriétaire du bar des Goudes. Donc maintenant, ça a été repris. Un monsieur que j'ai rencontré dans le cadre du livre qu'on a fait sur Marseille et qui est absolument génial, une personnalité incroyable où tu bois vraiment ses paroles. Et je pense qu'il connaît extrêmement bien Marseille, surtout les Goudes. Et je crois que ça serait incroyable de l'entendre parler de, je sais pas, des Goudes il y a 15 ans, 20 ans, de son restaurant, de comment il a ouvert ça, enfin, et comment il a fait pour que ça soit
aussi bon sur autant d'années et pourquoi il est parti. Mais bon. Où est-ce qu'on peut voir tes photos ? On peut voir mes photos sur le compte Instagram de Cagnard, qui est cagnard.studio, sur mon compte personnel qui est Agathe What You Need, sur notre site internet cagnard.tv, et on peut aussi les voir chez Cagnard, 39 rue Papetit. On sera ravis d'échanger avec les gens qui y passent comme d'habitude et de boire un petit café au welcome si besoin. Est-ce que tu veux me parler du livre ? Oui, le livre, donc c'est Marseille, une journée sans fin, qui a été écrit par Ézéchiel Zera, mais aussi par une trentaine de contributeurs. Et donc, il est sorti en novembre, le 8 novembre précisément. Voilà, et donc moi j'ai réalisé les photos, toutes les photos du livre. Donc il y avait une trentaine de reportages, une cinquantaine de recettes, et voilà. Et j'ai travaillé sur ce livre-là pendant 1 an avec l'aide précieuse de Charlotte Villedieu qui travaille beaucoup avec nous chez Cagnard, et ça a été un sacré morceau et on est assez fiers. C'est un très beau bébé. Voilà. Il est énorme. C'est pour ça que je me rappelle de la date, puisque il y a à peu près 1 semaine d'écart entre la naissance de mon fils et la sortie de ce livre. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. À bientôt!